bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans ce podcast littéraire, nous allons revenir sur le roman de Mohamed Mbougarsar de Purs Hommes. Nous allons approfondir certains aspects de ce roman. L'un des thèmes centraux de ce roman, c'est l'homophobie au Sénégal. Alors, on se pose la question, dès le début, de savoir s'il faut choisir entre une vie, j'allais dire, dans la bigoterie, ou une vie complètement libérée, et ceci, c'est dans la personne du narrateur, car d'un côté, il travaille à l'université, dans un milieu foncièrement conservateur, et où s'il y a quelques homosexuels, ils vivent cachés, et par contre, il a une amante qui, elle, vit pleinement sa sexualité, sa bisexualité, et qui considère que le milieu dans lequel il évolue, ce narrateur, c'est un milieu carrément morbide. Alors, faut-il choisir quand on vit à Dakar ? Alors quand on voit effectivement la manière dont une rumeur d'homosexualité peut venir gâcher une vie, on comprend évidemment qu'on ait tout intérêt à la cacher, puisque notre narrateur se retrouve dans cette situation un peu absurde que, ayant voulu enseigner Verlaine, alors que c'était interdit par l'État, il se retrouve au centre d'une rumeur qui l'associe justement à des homosexuels. Bon, à cela se rajoute le fait qu'il va rendre visite à la famille de la victime de la vidéo, au fait on va dire, et c'est vrai, mais on voit ici aussi qu'il évolue sous le regard toujours de cette rumeur, qu'il est allé parler avec Samba Awa Niang, ce fameux travesti qui anime les sabars. Donc il est tout le temps sous le regard de l'autre, tout le temps jugé et confronté à un rigorisme et une étroitesse d'esprit qui ne laisse finalement aucune liberté. Je crois que c'est Angela qui dit, mais c'est ça l'intégrisme, c'est l'enfermement sur soi. Et le personnage est l'un des seuls à chercher quand même un minimum, parce qu'au début il pense comme les autres, mais un minimum à se libérer de ce carcan. C'est un univers carcéral finalement qui nous est décrit dans ce roman, mais au niveau d'une société. Et il y a des modèles dans ce roman qui nous montrent qu'on peut vivre pleinement sa vie et que finalement le désir vient transcender toutes ces limites que les gens se sont imposées. Il y a deux situations. Il y a d'abord premièrement la fameuse sabar du début du roman, animée par Samba Awa Niang, où les situations qui sont évoquées sont absolument, j'allais dire, orgiaques, mais en même temps, ce sont des situations de vie, de fête, de carnaval. Et puis la seconde situation, en l'occurrence ce sont plusieurs scènes, des scènes dans lesquelles le narrateur décrit ces ébats amoureux et qui n'ont absolument rien à voir avec toutes les formes de bigoterie et de rigueur morale qui sont évoquées dans ce roman. Oui, bien au contraire, l'érotisme de certaines pages et la crudité avec laquelle certains désirs se manifestent s'oppose à cette effectivement orthodoxie puritaine, moralisatrice qui serait représentée par tout le monde de l'imam, de la mosquée, du père, donc du foyer paternel. Effectivement, ce narrateur, c'est celui qui va faire l'expérience d'un désir nouveau. C'est d'abord effectivement quelqu'un qui aime beaucoup Rama, et donc on a des descriptions de son corps, de son sexe, de tout ce qui l'attire chez elle. Donc quelque part, on pourrait dire que son hétérosexualité ne peut pas être mise en doute. Pourtant, le personnage va évoluer et va découvrir que... Alors, je ne vais pas dire qu'il va se découvrir homosexuel, mais il va découvrir qu'une attirance pour un autre homme est
même chez lui, possible. Ce sera sur l'île où il est avec Rama. On va découvrir que sur ces photos, un jeune homme s'affiche et regarde dans sa direction d'une manière particulièrement franche, directe, même un peu provocatrice. Et il va devenir obsédé par ce regard et une obsession qui pose des questions sur son identité sexuelle. Son désir, son désir et la censure extérieure. Sans dire qu'il découvre son homosexualité, non. Enfin, je pense pas que ça aille jusque-là, mais en tout cas, il découvre la possibilité d'une attirance pour quelqu'un du même sexe. Donc il ouvre plutôt sa sexualité s'ouvre à d'autres possibles qui étaient complètement occultés par sa tradition, sa culture. Et d'ailleurs, son amie Rama, elle le pousse toujours dans ce sens parce qu'elle est complètement ouverte et complètement émancipée et elle ne se pose pas non plus ce genre de questions des catégories, de l'appartenance rigoriste à une catégorie. Oui, elle l'initie, elle est en quelque sorte sa Cicérone dans la voie d'une émancipation sexuelle qui vient brouiller des lignes trop simplistes, puisque finalement, c'est peut-être cela. Le but du livre, c'est de montrer que toutes ces catégories figées dans les discours des imams sont des catégories très aux lignes peut-être très nettes, mais qui ne correspondent pas à la réalité des choses, à cette fluidité, à cette plasticité du désir que tu évoquais dans le précédent podcast, puisque nous avons effectivement un Gore Jigen Samba Awanyang qui en fait n'est pas homosexuel. On a donc notre narrateur hétérosexuel mais qui se découvre une attirance potentielle pour un jeune homme dont le regard le fascine. Donc les lignes ne sont pas aussi tranchées qu'il y paraît. Monsieur Colli, qui au début est celui qui rappelle au narrateur qu'il doit faire attention à ce qu'il dit, à ses propos sur l'homosexualité, donc qui quelque part lui rappelle la doxa, on découvre finalement que lui-même est un homosexuel qui se cachait. Donc les choses sont loin d'être aussi simples, et ça on va le voir aussi dans tout le discours qui est tenu sur l'homosexualité dans le roman, et c'est aussi ça qui est très intéressant, c'est quand même de nous faire rentrer dans une mentalité homophobe, dans tout un discours idéologique qui justifie une homophobie mais totale, puisque on ne l'a peut-être pas suffisamment dit, mais le texte le dit mieux que nous. Ces homosexuels au Sénégal, ils nous les présentent comme des gens qui n'ont pas vraiment le droit de vivre, il n'y a pas de place pour eux, mais ils n'ont même pas le droit d'être morts, puisqu'on leur refuse une place dans le cimetière, donc ils sont niés totalement. Et cette homophobie, elle aurait pour origine le rejet du modèle occidental, car il est dit dans le texte qu'en fait, les homosexuels avaient droit ils avaient droit de citer, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais en tout cas, ils étaient tolérés. Mais à partir du moment où ils ont revendiqué leur droit d'exister, de se montrer, de s'afficher en société, c'est de là qu'est venue la répression. Donc une des explications tiendrait au fait qu'on rejetterait le modèle occidental dans tout ce qu'il a de, un modèle occidental qui viendrait pervertir les esprits. Et de là aussi l'explication du titre, à savoir les homosexuels, et c'est ce que nous dit le narrateur à la page 125 de l'ouvrage, il nous dit que les homosexuels sont de purs hommes. Et l'explication qu'il nous donne, alors je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, c'est que ils sont de purs hommes en ceci qu'ils sont fragiles et qu'ils font partie de la communauté des humains, mais ils sont plus que d'autres, livrés à la violence de l'humain. Oui, c'est une redéfinition de l'humanité. Les homosexuels ne sont pas des hommes, dit-il, parce qu'ils éprouvent tel ou tel sentiment, parce qu'ils connaissent
voilà, des choses de la vie de tout le monde. Non, c'est parce que ce qui fait notre humanité, c'est cette possibilité un jour d'être victime de la violence. C'est une définition assez originale, peut-être provocatrice, mais je crois qu'il peut stimuler la réflexion. Après, je crois que dans cette idée de pureté, peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher du côté des intouchables, du sacré. Et puis ces purs hommes, je pense que ce ne sont pas seulement les homosexuels, puisqu'après ils montrent également cette notion de pureté, mais dans cette société qui cherche à être pure, qui cherche à se purifier, et qui pour ça a besoin eh bien de sacrifice. De sacrifice, tout à fait, de bouc émissaire peut-être, qui se sent plus pur en exerçant sa violence sur ces homosexuels. D'accord. Et alors, vers la fin du roman, donc le roman, c'est l'histoire d'une prise de conscience, tu le disais même, d'une révolution, eh bien, le narrateur va se révolter contre cette situation et on trouvera des accents, j'allais dire, camusiens. On retrouve une référence à Albert Camus, en particulier à l'étranger, en particulier au personnage de Meursault, qui, à la fin de l'étranger, se sait condamné et qui attend, comme il le dit, avec joie, le moment où la foule va exprimer sa haine. Et là, c'est un moment particulièrement intéressant parce qu'il montre à quel point lui, par son comportement, son attitude, le refus de mentir, il va exacerber la haine chez les gens. Tout à fait, hein. Mohamed Mbougarsar, dans le podcast sur Arte Radio, revendique pleinement la référence. Et d'ailleurs, ça permettrait peut-être de dire quelques mots aussi sur la manière dont le livre est écrit. Mohamed Mbougarsar, ce qui est intéressant, c'est que peut-être qu'il a un point commun avec son narrateur, c'est qu'il a suivi une formation littéraire et universitaire, qu'il a passé du temps... il vit d'ailleurs en France, hein, il a fait une partie de ses études en France, et son personnage narrateur, il a aussi passé du temps en France. D'ailleurs, on retrouvera le même schéma dans le prochain livre que nous verrons, La plus secrète mémoire des hommes. Donc il y a quand même, je pense, une part de lui qui se projette dans ces personnages. Et donc c'est un personnage qui lui-même n'est pas d'un seul lieu. On va dire que c'est un personnage qui serait dans l'entre-deux à plusieurs niveaux, que ce soit géographique, mais aussi moral, intellectuel. Et donc, on retrouve dans le roman un style très travaillé, où on sent... moi, personnellement, je reconnais toute une culture qui est celle de mes études de lettres. Hein. On voit le texte fourmille de références. Alors, rien qu'au début, justement, quand il exprime à quel point il se sent partie prenante de cette foule des Sénégalais qu'il entend murmurer pendant la nuit alors qu'il est dans les bras de Rama, eh bien, il dit, par exemple... ils attendaient, et il va nous citer Godot, donc en attendant Godot de Beckett. Ils attendaient les Tartares, c'est du Buzzati. Il va nous citer le vote des bêtes sauvages, donc Amadou Kourouma, les Sirtes, et donc là on pense au Rivage des Sirtes de Julien Gracq. Donc toute une culture qui est très présente. Ce n'est pas un hasard si son personnage est commentateur donc de poésie et fait des cours sur Verlaine et Baudelaire. Il est donc très inspiré, je pense, par la poésie du 19e siècle. Monsieur Colli est donc spécialiste de Saint-Paul Roux. Donc une écriture très travaillée qui pose une question qui reviendra justement aussi dans La plus secrète mémoire des hommes, c'est la question de la réécriture, de l'inspiration qu'on puise chez d'autres auteurs pour faire une œuvre nouvelle. C'est donc un texte qui fourmille de références, et la référence à Camus, bien entendu, est très claire, elle est revendiquée, et elle donne aussi effectivement toute sa force au dénouement, puisque notre narrateur, lui qui se sentait si bien intégré, est donc devenu un étranger au milieu de
de son propre peuple. Oui, quitte à devenir peut-être même un jour un paria. Le paria, tout à fait. Justement, ce qui est intéressant, c'est la réception d'un tel livre qui a été publié à la fois par une maison d'édition sénégalaise et par une maison d'édition en France, qui est passé plus ou moins inaperçu, si j'ai bien compris, lors de sa parution. Et c'est l'obtention du prix Goncourt avec la plus secrète mémoire des hommes qui va mettre en lumière cet ouvrage. Il va recevoir un prix décerné par une association gay et lesbienne qui va lui accorder donc un prix, et c'est là seulement que va se déclencher une polémique autour de cet ouvrage, une polémique qui d'ailleurs pourrait dire qu'elle a été envisagée par Mohamed Mbougarsar, puisqu'il y a tout un chapitre où il raconte les différents faits notoires d'homophobie dans son pays, et il y en a un où justement un écrivain sans talent, dit-il, a écrit justement sur un narrateur qui explore sa psychologie, un désir homosexuel latent, et qui se fait donc laminer par l'opinion et finit d'ailleurs par se suicider, si je me souviens bien. Eh bien, quelque part, il y a un petit peu de ça, parce que on voit que le livre a subi des attaques, mais sans même avoir été lu. Il subit des attaques simplement parce qu'il existe, parce qu'il a osé parler de ce thème. Oui. Je trouve qu'il y a un courage Absolument. de la part de l'auteur, Absolument. Qui mérite d'être signalé, même si effectivement ce courage il est reconnu par ces fameux blancs qu'il ne faut pas imiter. Oui. Donc notre reconnaissance ne vaut peut-être pas grand-chose, mais c'est tout ce que nous avons, nous, à offrir. Oui. Alors ce podcast se termine. La semaine prochaine, nous allons aborder La plus secrète mémoire des hommes. C'est un roman de taille pour lequel Mohamed Mbougarsar a obtenu le prix Goncourt. Merci Nicolas. Et à la semaine prochaine.